Mon père était un conseiller en immigration. Il n'a jamais déposé mes dossiers. Il a utilisé mon statut pour me contrôler pendant 15 ans. 19 ans plus tard, ils ont trouvé mon bureau professionnel. Ils ont envoyé un document juridique. Ils voulaient ma signature. Je l'ai soumis comme preuve. 10 ans. Mon père et ma mère. Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 34 ans. Je suis avocate spécialisée en droit de l'immigration à Lyon, dans le Rhône. Et un mercredi matin de février, alors que j'examinais une requête en réouverture pour une cliente dont le dossier était en attente administrative depuis 2 ans, mon assistante frappa à la porte de mon bureau et déposa une enveloppe recommandée sur mon bureau sans dire un mot. Elle n'a rien dit car le nom sur l'étiquette d'adresse de retour était un nom qu'elle ne m'avait jamais entendu utiliser. Personne dans ce bureau ne l'avait. Ce n'était pas mon nom. Ce n'était pas mon nom depuis 16 ans, mais c'était le nom que quelqu'un à Annecy, en Haute-Savoie, avait écrit sur une enveloppe adressée à mon cabinet professionnel. Mon adresse de travail, l'adresse imprimée sur mes cartes de visite et le site web de mon cabinet. L'adresse que je n'avais donnée à personne de ma vie d'avant. J'ai signé pour l'enveloppe. Je l'ai posée à droite de mon clavier. J'ai fixé le nom inscrit dessus pendant un moment, de cette manière particulière que l'on fixe quelque chose qui ne devrait pas exister. Puis j'ai pris ma tasse de café, j'ai pris une gorgée, et j'ai réalisé que mon café était froid car je n'y avais pas touché depuis que je m'étais assise à 7h30 ce matin-là. Je le savais avant même d'ouvrir l'enveloppe. Quel genre d'informations pouvait-elle contenir? Pas les détails précis, mais l'architecture de la chose, sa forme. Certaines connaissances sont plus anciennes que votre esprit conscient. Certaines reconnaissances arrivent dans vos mains avant d'atteindre vos yeux. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenu quelqu'un capable de reconnaître cette forme. Laissez-moi vous dire ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et laissez-moi vous dire ce que j'en ai fait. Car ce que j'en ai fait est la raison pour laquelle je suis assise ici, à vous raconter cette histoire. J'ai grandi dans un quartier du nord-ouest de Lyon, appelé la Duchère, dans une maison avec une porte d'entrée bleue et un figuier dans le jardin que mon père avait planté l'année où mes parents avaient acheté la maison et qu'il considérait comme un point d'orgueil personnel. Pour des raisons qui m'échappaient enfant, mais que je comprends maintenant comme le comportement de quelqu'un qui construit une image permanente. Le figuier était sain et ornemental, et produisait des fruits que personne dans la famille n'aimait particulièrement manger. De la rue, il ressemblait exactement au genre d'arbre qu'une famille prospère, ancrée et productive aurait dans son jardin. Mon père, Eduardo Valerio, était un conseiller en immigration avec une pratique agréée qui desservait la communauté salvadorienne du nord-ouest lyonnais, large, bien établie et profondément interconnectée. Comme le deviennent les communautés immigrées soudées lorsqu'elles dépendent des réseaux les unes des autres pour le logement, l'emploi. La navigation juridique est le type particulier de soutien émotionnel qui vient du fait d'être entouré de personnes qui comprennent ce que vous avez laissé derrière vous et ce que vous avez emporté avec vous. Mon père était arrivé aux États-Unis à 22 ans avec un visa de travail et une volonté d'adaptation qu'il décrivait plus tard comme la qualité déterminante de son succès précoce. Il avait été naturalisé à 31 ans, agréé comme conseiller à 34 ans, et au moment de ma naissance, il était un homme dont le nom les gens de la communauté invoquaient de la même manière qu'ils invoquaient le nom d'un pasteur ou d'un médecin. Comme quelqu'un que l'on appelait quand la situation était grave et que l'on avait besoin de quelqu'un en qui l'on pouvait avoir une confiance absolue. Ma mère, Carmen Valerio, dirigeait le centre communautaire L'Espérance, à quelques pâtés de maison de notre maison. Elle organisait le comité des quinceañeras, les cours d'anglais du soir, la coordination de la banque alimentaire pendant la saison des ouragans et le gala annuel qui collectait des fonds pour les services d'aide juridique destinés aux immigrants à faible revenu. C'était la femme que les autres femmes appelaient quand elles avaient besoin d'aide. Et c'était la femme à qui ces femmes envoyaient leurs filles pour aider à la décoration, à la comptabilité, à l'infrastructure logistique des célébrations et des crises qui faisaient fonctionner la vie communautaire. Elle avait une qualité particulière que j'ai passé des années à nommer précisément. Elle était chaleureuse d'une manière transactionnelle. Elle donnait à chacun qu'elle aidait le sentiment d'être sincèrement pris en charge, et elle était sincèrement douée dans l'acte de prendre soin, mais en dessous, il y avait toujours une conscience de ce que cet acte de soin construisait pour elle, pour mon père, pour nous. Pour l'image que la famille projetait dans la communauté qui nous faisait confiance avec tout. Je veux être prudente ici, car j'ai passé des années à être confuse quant à la différence entre la performance et la sincérité. Et j'ai travaillé en droit de l'immigration assez longtemps pour savoir que les deux peuvent coexister chez une personne et que leur coexistence ne simplifie rien. Mes parents ne feignaient pas entièrement leur chaleur.
La chaleur était réelle. Elle était simplement aussi stratégique. Il savait, d'une manière spécifique que les personnes qui dépendent de la confiance communautaire connaissent, que la chaleur était leur atout professionnel le plus précieux, et cet atout nécessitait un entretien. J'étais leur équipe de maintenance. Mon frère, Matteo, 3 ans plus jeune que moi, l'était aussi. Nous étions les enfants qui apparaissaient aux événements communautaires dans des vêtements soignés et qui répondaient respectueusement quand les adultes nous parlaient, et nous représentions par notre santé et notre bonheur visible. La preuve du concept. Vous pouviez faire confiance à Eduardo Valerio pour l'avenir de votre famille, parce que regardez sa famille. Regardez ses enfants. Regardez cette porte bleue. Je ne comprenais pas ce que je faisais quand je le faisais. Je pensais que je faisais simplement partie de la famille. La plupart des enfants le pensent. Le costume vous va si bien quand vous le portez depuis toute votre vie que vous arrêtez de remarquer que c'est un costume. Ce que mes parents ne m'avaient pas dit avant mes 12 ans, c'est que je n'avais pas de carte verte. Je veux dire cette phrase clairement, car il m'a fallu des années pour la dire sans ressentir la honte particulière qui appartient à un enfant à qui l'on a menti et qui se blâme pour la forme du mensonge. Je n'avais pas de carte verte. J'avais été amené aux États-Unis depuis El Salvador enfant, avant la naturalisation de mon père, à une époque où le statut de la famille était en transition. Mon père avait les connaissances, les contacts et les ressources pour avoir déposé la pétition appropriée pour mon ajustement de statut des années avant que je ne sois assez âgé pour comprendre ce que cela signifiait. Il l'avait fait pour Matteo, né à Houston et citoyen par droit de naissance. Il l'avait fait pour lui-même. Il ne l'avait pas fait pour moi. La raison pour laquelle il ne l'avait pas fait n'était pas la complexité. Ce n'était pas le coût. Ce n'était pas l'arriéré d'un tribunal d'immigration particulier. Ce n'était aucune des choses qu'il m'a dites quand j'ai été assez âgé pour demander directement. La raison pour laquelle mon père n'avait pas déposé ma pétition d'ajustement était que mon statut irrégulier était l'outil de contrôle le plus efficace qu'il ait jamais découvert. Et il n'était pas prêt à s'en défaire. À 12 ans, je n'aurais pas pu articuler cela. Je ne pouvais que le ressentir. Je pouvais le sentir dans la façon dont certaines portes avaient des limites que je n'étais pas autorisé à approcher. Je ne pouvais pas aller à la fête d'anniversaire à la plage de Galveston. Mon amie Isabelle m'avait invité parce que ma mère avait dit que le ferry exigeait une pièce d'identité et que nous ne voulions pas attirer l'attention. Je ne pouvais pas rejoindre les éclaireuses car le formulaire d'inscription demandait un numéro de sécurité sociale et mes parents avaient dit que nous réglerions cela plus tard. Je ne pouvais pas postuler au programme de théâtre d'été au centre d'art communautaire car les formulaires demandaient des documents dont nous devrions d'abord discuter avec les avocats. Tout était soit pas encore, soit pas maintenant, soit pas tant que les choses n'étaient pas encore réglées. Et le règlement ne se concluait jamais, et le pas encore n'arrivait jamais. Et j'ai appris à cesser de regarder la porte et à prétendre qu'il n'y avait pas de porte. Ce que mes parents m'avaient appris à appeler protection était ce que j'apprendrais plus tard à appeler une cage. J'avais 14 ans quand une camarade de classe nommée Rosario m'a demandé dans le bus du retour de l'école pourquoi je n'allais jamais nulle part. Nous étions dans la même classe depuis 2 ans à ce moment-là et avions développé le genre d'amitié facile qui grandit par proximité sans nécessiter beaucoup de culture. Elle n'était pas méchante en posant la question. Elle était sincèrement perplexe. Elle était allée à la plage, au programme d'été et aux réunions des éclaireuses. Et j'avais été absente de toutes ces activités pendant 2 ans avec des raisons qui sonnaient de plus en plus faibles. J'ai dit que ma famille était occupée. J'ai dit que mes parents travaillaient beaucoup. J'ai dit qu'il y avait des choses en cours de règlement, en utilisant le langage qu'on m'avait donné. Rosario m'a regardé un moment avec ce regard particulier de quelqu'un qui a décidé de dire la vérité. Elle a dit que sa cousine avait été sans papier et qu'elle savait ce que signifiait le pas encore et on s'en occupe. Elle l'a dit sans cruauté et sans pitié. Elle l'a dit comme on dit une vérité à quelqu'un qui la connaît déjà et attend la permission de la dire lui-même. Je ne lui ai pas répondu dans le bus, mais quelque chose s'est fissuré cet après-midi-là. La façon dont les choses se font quand quelqu'un nomme la forme d'une chose que vous avez soigneusement évité de nommer. Ce soir-là, j'ai demandé à mon père pour la première fois, clairement et directement, pourquoi mes papiers n'étaient toujours pas réglés. J'avais 14 ans et j'ai utilisé les mots « mes papiers » parce que je comprenais alors ce que je demandais, même si je ne l'avais jamais dit clairement. Il s'est assis en arrière sur sa chaise, a joint ses mains et m'a dit que l'immigration était compliquée, que le système avait des arriérés, que les gens attendaient pendant des années, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait et que je devais lui faire confiance. Je l'ai regardé pendant qu'il disait cela.
J'avais grandi dans un bureau de conseil en immigration. J'avais entendu mon père utiliser le mot arriéré dans son contexte professionnel de nombreuses fois. Je savais ce que le mot signifiait quand il était vrai et ce qu'il signifiait quand c'était une étagère sur laquelle quelqu'un stockait quelque chose jusqu'à ce qu'il soit prêt à s'en occuper. Je me suis couché cette nuit-là avec le froid spécifique d'un enfant qui a réalisé quelque chose sur un parent qu'il ne peut pas désapprendre. L'année suivante, à 15 ans, ma classe d'histoire AP a été sélectionnée pour un voyage de printemps à Washington DC. Je veux vous dire ce que ce voyage signifiait pour moi avant de vous dire ce qui s'est passé, car je pense que le sens compte pour comprendre ce qui est arrivé ensuite. Amar Adlaik était mon professeur d'histoire depuis un an à ce moment-là. C'était un Américain d'origine nigériane, dans la quarantaine, avec une intelligence précise et le don particulier de rendre la structure des événements compréhensible plutôt que simplement mémorisée. Il avait remarqué quelque chose dans ma façon d'écrire. Il l'avait noté dans mes travaux, commenté en classe, et au début du semestre de printemps, il m'avait dit qu'il m'avait assigné la présentation de la bibliothèque du Congrès pendant le voyage à DC parce qu'il pensait que j'en ferais quelque chose d'intéressant. C'était la première fois qu'un professeur me faisait confiance pour quelque chose dont il pensait que j'en ferais quelque chose d'intéressant. Je travaillais sur la présentation depuis 6 semaines au moment où le formulaire d'autorisation est rentré à la maison. Le formulaire avait une section en bas pour la documentation. Pas nécessairement un passeport. Une carte d'identité délivrée par l'État ferait l'affaire. Une carte d'identité scolaire ne suffirait pas. L'enregistrement à l'hôtel et l'entrée au Capitole exigeaient tous deux une pièce d'identité gouvernementale pour tous les participants de plus de 13 ans. C'était une seule ligne, 4 mots en bas du formulaire. Pièce d'identité gouvernementale requise. J'ai fixé cette ligne pendant 3 jours avant de remplir le reste du formulaire et d'écrire dans la section documentation, je n'en ai pas. J'ai plié le formulaire et l'ai mis dans mon sac à dos, et je ne l'en ai pas sorti avant que M. Adlaik ne les collecte en classe. Il a parcouru la pile de formulaires cet après-midi-là. Et le lendemain matin, avant la première sonnerie, il m'a demandé de venir dans sa salle de classe. Il a fermé la porte. Il s'est assis à son bureau au lieu de se tenir au-dessus de moi, ce que j'ai remarqué car les adultes qui veulent vous gérer se tiennent généralement debout. Il m'a regardé un moment et a dit qu'il avait lu ce que j'avais écrit sur le formulaire. Il a demandé avec précaution si je voulais lui dire quelque chose à ce sujet. J'ai immédiatement dit non. La façon dont on dit non à la première version d'une question quand on n'est pas encore sûr de faire confiance à la personne qui la pose. Il a dit que ce n'était pas grave. Il a dit qu'il voulait que je sache qu'il y avait des gens qui aidaient dans les situations impliquant des documents, et que ces gens étaient différents des agents d'application de l'immigration et différents de mes parents, si cela avait de l'importance. Il a dit qu'il ne contacterait personne sans ma permission. Il a dit que le formulaire était toujours sur son bureau et qu'il n'avait encore rien soumis, et que si je voulais lui parler avant qu'il ne le fasse, sa porte était ouverte avant l'école tous les jours. Puis il m'a demandé d'aller à mon premier cours et je l'ai fait, et je me suis assise dans cette classe pendant 47 minutes sans entendre un seul mot de ce que disait l'enseignant. Je suis revenu le lendemain matin avant l'école. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau et je lui ai dit que mon père était un conseiller en immigration agréé qui n'avait pas déposé ma pétition d'ajustement, et que j'étais sans papier depuis toute ma vie aux États-Unis, et que je pensais que c'était intentionnel. Mais que je ne pouvais pas le prouver. J'ai dit tout cela en une seule longue phrase. La façon dont on dit quelque chose quand on a peur qu'en faisant une pause, on perde son courage. Dr. Adlaik n'a pas interrompu. Il n'a pas exprimé d'alarme. Il a écrit quelque chose sur un bloc-notes, a déchiré la page et me l'a glissé sur le bureau. Il y avait un nom et un numéro de téléphone. Il a dit que le nom était Eleanor Vargas, et qu'Eleanor travaillait pour une organisation à but non lucratif qui gérait exactement ces situations, et que l'appel m'appartenait, pas à lui, et que personne ne contacterait mes parents à moins que je ne le choisisse. J'ai mis le morceau de papier dans la poche intérieure de mon sac à dos, à côté de mes notes de présentation sur la bibliothèque du Congrès. J'ai passé l'appel cet après-midi-là depuis un téléphone public devant la pharmacie, à 2 pâtés de maison de chez nous, en utilisant des pièces empruntées à Rosario, qui n'a posé aucune question sur ce pourquoi j'en avais besoin. Elena Vargas avait la trentaine, avec ce genre d'efficacité calme qui vient d'années de travail dans des systèmes qui bougent lentement pendant que la vie des gens ne bouge pas. Elle m'a rencontré dans une bibliothèque près de l'école 3 jours après mon appel. Elle a examiné ma situation en une seule séance avec la rigueur de quelqu'un qui avait vu ce schéma auparavant. Elle m'a dit que mon cas d'ajustement de statut n'était pas compliqué par le retard. Les motifs étaient solides.
La pétition était simple. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas, d'un point de vue professionnel, pourquoi mon père ne l'avait pas déposé des années auparavant. Le coût était gérable pour quelqu'un dans sa position. Le processus était quelque chose qu'il pouvait accomplir en dormant. Le retard n'était pas bureaucratique. C'était un choix. Elle a dit cette dernière partie doucement, non pas comme une accusation, mais comme une clarification, et je me suis assise avec cela sur la chaise de la bibliothèque pendant un moment, tandis que des gens passaient avec leurs livres et leurs après-midi ordinaires, et j'ai compris quelque chose. Je tournais autour depuis 3 ans sans pouvoir y atterrir. Les papiers étaient l'instrument de mon père. Mon statut était son levier. Ma dépendance à son égard pour résoudre finalement la situation était le mécanisme par lequel il m'empêchait de poser certaines questions, d'aller dans certains endroits, et de devenir certains types d'indépendante. Ce n'était pas une protection. Ce n'était jamais une protection. Elena a dit que son organisation était tenue par protocole de notifier mes parents qu'une pétition était en cours d'initiation en mon nom. Elle a expliqué cela clairement et elle s'est excusée pour la contrainte, et elle a dit qu'elle serait présente pour tout ce qui suivrait. Elle avait déjà passé des appels comme celui-ci. Elle savait ce qui était susceptible de se produire. Ce qui s'est produit, c'est que mon père l'a appelé dans les 2 heures et lui a dit, dans le langage d'un professionnel qui savait exactement quel mot utiliser, que sa fille était une adolescente troublée avec un historique de pensée déformée et que cette enquête était le symptôme d'un problème familial que la famille réglait en privé. Il était calme. Il était éloquent. C'était le même homme qui rassurait Madame Delgado et sans famille comme elle. Ce soir-là, mon père est venu dans ma chambre. Il n'a pas crié. Il s'est assis sur la chaise de mon bureau pendant que je m'asseyais sur mon lit, et il m'a parlé à voix basse de loyauté et de ce qui arrive aux familles quand elles laissent des étrangers s'immiscer dans des affaires privées. Il a dit, si vous continuez avec la pétition, je fournirai une déclaration formelle aux autorités compétentes indiquant que j'ai un historique documenté d'idées délirantes et que l'organisation à but non lucratif a été manipulée par un mineur confus. Il a dit qu'il avait les relations dans cette communauté pour rendre cette déclaration crédible. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il ne voulait pas faire cela, mais qu'il ferait ce qu'il fallait pour protéger la famille. J'ai dit que j'allais continuer de toute façon. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà donné à Elena les noms de 2 familles que mon père avait consultées, des familles dont j'avais entendu parler dans la salle d'attente de son bureau. Des familles dont les dossiers avaient stagné d'une manière qui ne correspondait pas au délai que mon père leur avait décrit. J'écoutais ces conversations de salle d'attente depuis 3 ans. Je savais plus sur la pratique de mon père que quiconque dans cette maison ne l'avait compris. La semaine qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Elena a déposé une requête de protection d'urgence, citant la nature coercitive de mon environnement familial compte tenu de mon statut documentaire et du contrôle professionnel de mon père sur celui-ci. Le système de droit de la famille a bougé plus vite que je ne m'y attendais, ce qu'Elena m'a expliqué plus tard comme étant dû au fait que l'angle des documents rendait la situation suffisamment inhabituelle pour attirer une attention immédiate. Une assistante sociale nommée Patricia Aubanon est venue chez nous 3 jours après le dépôt de la requête. C'était une femme compacte avec une mèche argentée dans les cheveux et le comportement posé de quelqu'un qui travaille dans des situations difficiles depuis longtemps et s'en est accommodé. Ma mère s'est assise sur le canapé et a pleuré. Mon père s'est assis dans le fauteuil, les bras croisés, et a expliqué d'un langage précis et raisonnable que sa fille avait été manipulée par des parties extérieures qui ne comprenaient pas la complexité de la situation familiale. Patricia Aubanon a écouté tout cela. Puis elle m'a demandé de lui parler seule. Dans ma chambre, porte fermée. Elle m'a demandé de lui parler de ma situation documentaire avec mes propres mots. Je l'ai fait. Elle m'a demandé si mon père avait jamais explicitement lié mon statut irrégulier à mon comportement à la maison. J'ai dit oui, et je lui ai dit quand et ce qu'il avait dit la nuit après qu'Elena ait déposé la pétition. Elle a tout noté. Elle m'a demandé à qui d'autre j'avais parlé. J'ai dit Monsieur Adlaik, Elena Vargas et mon ami Rosario. Elle m'a demandé si j'avais des preuves au-delà de mon propre récit. J'ai dit oui. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un dossier que je conservais depuis 6 semaines, depuis ma conversation avec Rosario dans le bus. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de 2 courriels de communication clients que j'avais trouvés dans le bac d'impression du bureau à domicile de mon père, qu'il n'avait pas remarqué car il m'utilisait régulièrement pour trier et classer sa correspondance. Les emails étaient entre mon père et des clients dont les délais de pétition ne correspondaient pas à ce que les emails décrivaient comme les dates réelles de dépôt. Je n'avais pas compris exactement ce que je voyais quand j'ai commencé à les collecter.
Je comprenais maintenant. Patricia Obanon a regardé ces pages imprimées pendant longtemps. Puis elle a fermé le dossier, l'a posé sur mon bureau entre nous et a dit qu'elle allait devoir passer quelques appels supplémentaires et qu'elle voulait que je vienne avec elle. J'ai demandé où. Elle a dit et quelque part de sûr. Ce soir-là, pendant que la situation était évaluée, j'ai regardé autour de ma chambre. Le bureau avec la chaise usée, l'étagère de livres de texte, le cahier où je gardais mes notes de présentation. J'ai pris le cahier et le dossier, et je l'ai suivi dehors. Le placement temporaire était chez ma tante Rosa, la sœur aînée de mon père, qui vivait dans un appartement de 2 chambres dans le quartier de Clear Lake Houston. Avec un chat nommé Cello et une armoire pleine de tisanes qu'elle pressait sur quiconque franchissait sa porte en détresse. Rosa avait quitté la famille des années auparavant. Elle et mon père avaient eu une dispute dont personne dans la famille ne parlait, sauf pour la décrire comme un malentendu à propos d'argent, ce qui est presque toujours ce que les familles appellent une trahison financière quand elles préfèrent ne pas utiliser ce mot. Elle n'avait pas parlé à Eduardo depuis. Elle n'avait eu de mes nouvelles que par les récits de membres de la famille qui avaient essayé de maintenir la paix. Quand l'assistante sociale l'a appelée, elle a dit qu'elle serait sur le parking de l'agence dans 40 minutes. Elle était sur le parking en 37. Rosa n'était pas une femme douce. Elle était vive et directe, et elle a pleuré une seule fois. La première nuit, elle m'a observé tranquillement dans la cuisine pendant qu'elle pensait que j'étais endormi, et plus jamais devant moi. Elle préparait des œufs le matin. Elle gardait la télévision allumée à faible volume car elle disait que le silence le soir la faisait trop réfléchir. Elle n'avait pas d'enfant et n'en avait jamais voulu, et ne prétendait pas soudainement devenir maternelle. Elle me traitait plutôt comme quelqu'un qui partageait temporairement son espace et qui méritait d'être traité comme une personne compétente plutôt que comme un problème à gérer. C'était exactement ce dont j'avais besoin et rien de ce à quoi je m'attendais. L'enquête qui a suivi le placement d'urgence n'a pas été rapide. Les enquêtes avec de multiples juridictions qui se chevauchent le sont rarement. Le Texas Department of Family and Protective Service a géré la composante de protection de l'enfance. L'organisation d'Eleanor Vargas a déposé une plainte formelle auprès du Texas Office of Consumer Credit commissionné et séparément auprès du Texas Secretary of State concernant la licence de consultant de mon père. Une 3e plainte a été déposée auprès du Department of Justice, Office of Inspector General. Chacun de ces processus a avancé à son propre rythme. Ce qu'ils ont trouvé collectivement n'était pas une histoire simple. Les dossiers de mon père contenaient des preuves d'un schéma qui existait depuis au moins 7 ans. Des honoraires de consultation facturés pour des services qui n'avaient jamais été rendus. Des frais de dépôt collectés auprès de clients dont les pétitions avaient été soumises incorrectement, parfois délibérément, créant des motifs de rejet qui nécessiteraient des consultations supplémentaires pour naviguer. Des montants de retenue qui n'avaient aucun rapport avec la complexité des cas réels. Des clients qui avaient attendu 3, 4, 5 ans pour la résolution de leur statut, alors que les délais dans les dossiers indiquaient que cela aurait dû prendre au maximum 18 mois. 41 familles identifiées dans l'examen initial. 63 au moment où la composante fédérale a conclu son enquête. Je veux m'arrêter ici et être précise sur quelque chose d'important. 63 familles, la plupart d'entre elles étaient arrivées aux États-Unis avec tout ce qu'elles avaient économisé et tout ce qu'elles espéraient. Elles avaient remis ces économies à un homme qui était assis en face d'elles dans un bureau avec des certificats au mur et une photo d'un commissaire et 2 enfants bien habillés encadrés sur son bureau. Et elles lui avaient fait confiance parce que tous les signaux qui leur étaient accessibles disaient que la confiance était justifiée. L'argent n'était pas seulement de l'argent. Pour une famille sans papier, une pétition rejetée n'est pas seulement une perte financière. C'est des années de limbo prolongé. Ce sont des enfants qui dépassent l'âge de protection. C'est une personne qui avait prévu de faire venir sa mère, qui ne peut pas le faire avant sa mort. Le préjudice était plus profond que n'importe quel montant en dollars. Mon père le savait. Il était conseiller en immigration depuis plus d'1 décennie. Il comprenait mieux que presque quiconque ce que ses échecs coûtaient à ses clients au-delà des frais. Il avait cette connaissance et il avait fait ses choix quand même. Et je ne peux pas vous dire, même maintenant, 16 ans plus tard, si cela rend ce qu'il a fait meilleur ou pire que la simple ignorance ne l'aurait rendu. Je pense que c'est pire. Mais j'ai appris au cours de ma carrière que comprendre pourquoi quelque chose est terrible et savoir quoi faire de cette compréhension sont 2 compétences différentes. Les procédures de licence ont avancé plus vite que l'affaire pénale. La licence de consultant de mon père a été suspendue dans les 4 mois suivant les plaintes initiales.
La suspension a été suivie d'une audience de révocation formelle où je n'ai pas été obligé de témoigner car les preuves documentaires étaient suffisantes, ce qui a été l'un des rares cadeaux que ce processus m'a apporté. Au moment où le renvoi au pénal a atteint le niveau fédéral, j'avais été placé chez Rosa pendant 8 mois et j'avais commencé ma 2e année dans une nouvelle école où j'étais inscrite sous mon second prénom. Ce que l'avocat de Rosa avait conseillé comme mesure pratique pendant que l'affaire était en cours. Mon père a été inculpé de charges fédérales de fraude en immigration, de fausses déclarations à des agences fédérales et de fraude par fil. Il a été reconnu coupable de 7 des 9 chefs d'accusation. Il a été condamné à 4 ans et a purgé 2 ans et 11 mois avant d'être libéré. Ma mère a été inculpée séparément. Elle avait géré la facturation des clients et la réconciliation des comptes pour le cabinet pendant toute la période en question. Elle a accepté un accord de plaidoyer, 3 ans de probation, une amende et une interdiction permanente d'emploi dans toute capacité réglementée par le gouvernement fédéral dans les services financiers ou le conseil en immigration. Elle n'a pas contesté les termes. La réponse de la communauté n'a pas été uniforme, et je veux être honnête à ce sujet, car le récit d'un rejet communautaire soudain est trop simpliste. Il y avait des gens qui ont défendu mes parents pendant des mois, qui ont écrit des lettres de caractère, qui ont parlé lors des audiences initiales, qui croyaient la version que mon père avait préparée, une adolescente troublée, manipulation extérieure, une famille essayant de se guérir en privé. Certaines de ces personnes n'avaient jamais été ses clientes et n'avaient aucun intérêt financier dans la vérité. Elles n'avaient que l'image qui avait été soigneusement construite au fil des années pour être exactement le genre d'image qui inspire la loyauté. Mais il y avait d'autres personnes. Des gens qui avaient attendu 3 ans pour un statut qui aurait dû prendre 1 an. Des gens qui n'avaient jamais compris pourquoi leur dossier continuait d'être rejeté. Des gens qui avaient payé des frais qu'ils ne pouvaient pas se permettre pour des services qu'ils n'avaient pas reçus. Ces personnes ont commencé à appeler l'organisation d'Eleanor Vargas dans les semaines suivant la première couverture médiatique. Elles avaient leurs propres histoires. Elles avaient leurs propres dossiers de documents qu'elles n'avaient pas compris mais qu'elles avaient gardés. 63 familles sont devenues 81 au moment où l'affaire s'est clôturée. Le centre communautaire que ma mère avait dirigé pendant 12 ans a fermé 6 mois après sa condamnation car la subvention de la ville qui le finançait a été retirée suite à un audit qui a trouvé des irrégularités dans la gestion des fonds de subvention datant de plusieurs années. Le figuier de mon père est mort l'hiver après la vente de la maison pour payer la restitution. Je le sais parce que Rosa me l'a dit, parce qu'un voisin le lui avait dit. Je ne suis pas retourné à la Duchère et je n'ai pas l'intention d'y aller. Mais je garde ce détail quelque part dans ma mémoire. Un arbre qui a été planté comme une image, qui n'a jamais produit quelque chose que quelqu'un désirait vraiment, et qui a finalement arrêté de performer quand la performance n'était plus requise. Il y a quelque chose dans ce détail qui me semble à peu près juste. Je veux vous parler de Rosa, car elle mérite d'être dans cette histoire en entier. Rosa Valerio avait 51 ans quand je suis venu vivre avec elle. Elle travaillait dans la logistique de chaîne d'approvisionnement pour une entreprise de dispositifs médicaux et possédait l'intelligence organisée et pragmatique de quelqu'un qui a passé sa carrière à s'assurer que des systèmes compliqués fonctionnent sans drame. Elle a appliqué la même approche pour avoir une adolescente traumatisée dans son appartement. Elle a dressé une liste de choses pratiques qui devaient être faites. Inscription scolaire, thérapie, recommandations, dépôt de documents, dépôt de pétitions, ajustement de nom légal, papier de placement à long terme. Elle a parcouru la liste méthodiquement lorsque quelque chose sur la liste nécessitait une décision émotionnelle. Elle présentait les options, donnait son avis une fois si je le demandais, puis prenait du recul. Elle m'a dit une fois, quand je lui ai demandé pourquoi elle avait quitté la famille, qu'elle avait prêté de l'argent à Eduardo pendant une période difficile dans ses premières années de pratique et qu'elle avait découvert plus tard qu'il avait emprunté la même somme à 3 membres de la famille. Différents simultanément, utilisant chaque prêt comme preuve pour les autres que la situation financière était sous contrôle. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu rester en relation avec quelqu'un qui fonctionnait ainsi. Elle a dit qu'elle l'aimait d'une manière dont on aime quelqu'un avec qui on a grandi, et que l'amour et la décision de partir n'étaient pas incompatibles, ce qui était quelque chose que j'avais besoin d'entendre à 15 ans et dont je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre. Elle n'est jamais devenue ma mère. Elle n'a jamais essayé. Ce qu'elle est devenue, c'est le premier adulte avec qui j'ai vécu qui a traité mes perceptions comme des données fiables. Si je disais que quelque chose semblait faux, elle s'intéressait à la fausseté plutôt qu'à interroger mes raisons de la ressentir. Si je disais que je ne voulais pas parler de quelque chose, elle changeait de sujet sans faire de mon refus un événement. C'est elle qui m'a conduite à chaque audience, à chaque rendez-vous de thérapie, et à chaque réunion avec Elena Vargas pendant 2 ans et demi.
Elle n'a pas rendu cela sentimental. Elle l'a rendu logistique, ce qui était exactement ce qu'il fallait. L'adoption a finalement été finalisée légalement quand j'avais 17 ans. Rosa n'avait pas initié la conversation. C'est moi qui l'ai fait, car à ce moment-là, j'habitais chez elle depuis 2 ans et elle était tranquillement devenue la personne à laquelle je pensais quand je pensais au mot famille, et je voulais que les papiers disent ce qui était vrai. Elle a dit oui immédiatement, sans délibérer. De la manière dont on dit oui à quelque chose que l'on a déjà décidé bien avant que la question ne soit posée. Lorsque le tribunal a finalisé l'adoption, elle m'a emmené dans un restaurant qu'elle gardait pour une occasion spéciale. Elle a commandé la chose la plus chère du menu. Elle m'a dit que je pouvais commander tout ce que je voulais. Puis elle m'a dit qu'il faudrait probablement que je décide quoi faire de mon nom. Elle l'a dit pratiquement, comme on discute d'une décision logistique. Elle a dit qu'elle n'était attachée à aucun résultat particulier. J'ai dit que je voulais garder Valerio dehors. J'ai pensé au nom de mon père sur son diplôme, sur la plaque du centre communautaire, sur le cadre à côté de son bureau, sur l'enveloppe de chaque lettre que j'avais jamais vue lui poster à un client qui lui faisait entièrement confiance. Je voulais un nom qui n'avait pas été utilisé comme un titre de créance pour la tromperie de quelqu'un d'autre. Elle a dit que c'était raisonnable. Je suis devenu Claire Dubois. Claire, d'après un livre que j'avais lu pendant les mois que j'ai passés dans l'appartement de Rosa, dont le protagoniste était une femme qui construisait des choses de ses mains dans des conditions qui auraient dû rendre la construction impossible. Dubois, car c'était le nom de jeune fille de la mère de Rosa. Et la mère de Rosa avait été une femme qui avait traversé 2 frontières et élevé 4 enfants, et jamais une seule fois, d'après le témoignage de quiconque, elle n'avait utilisé la confiance d'une personne comme instrument. Ce soir-là, au restaurant, Rosa a commandé un dessert. Nous sommes restés là 1 heure de plus à parler de choses sans importance. C'est l'un des souvenirs les plus précis que je garde de cette période. Pas un moment dramatique, pas une déclaration, juste 2 personnes à table mangeant quelque chose de sucré, sans aucune exigence de l'une envers l'autre. J'ai terminé le lycée avec une moyenne de 4,1 et 2 lettres de recommandation. L'une de Monsieur Adlaik et l'une d'Elena Vargas qui, ensemble, racontaient mon parcours d'une manière qui a attiré l'attention des responsables des admissions universitaires. Je suis allé à l'université de Lyon avec une bourse que l'organisation d'Elena Vargas avait contribué à identifier. J'ai fait une double majeure en sciences politiques et études juridiques, j'ai travaillé 20 heures par semaine au bureau d'aide financière, et je suis allé en thérapie tous les mercredis matins à 8 heures. Apprenant lentement à faire confiance à la stabilité d'un emploi du temps qui ne dépendait de l'humeur de personne d'autre. La faculté de droit était à Paris. J'ai choisi le droit de l'immigration au premier semestre de ma 2e année. Pas parce que j'avais planifié cela toute ma vie, mais parce que j'ai suivi une clinique de droit de l'immigration en octobre et découvert que ce travail me donnait le sentiment de faire quelque chose que j'avais toujours su faire sans le savoir. Lire le dossier d'un client et identifier où le processus avait mal tourné. Comprendre l'écart entre ce qu'un client avait entendu et ce que les documents montraient réellement. Repérer les endroits où la complexité légitime avait été utilisée pour masquer un préjudice délibéré. C'étaient des compétences que j'avais développées sans le vouloir pendant les années où j'avais vécu à l'intérieur d'un système conçu pour me désorienter sur ma propre situation. J'ai réussi le barreau de Lyon à ma première tentative. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une organisation à but non lucratif de services juridiques d'immigration, où j'ai acquis les connaissances fondamentales et le volume de dossiers qui ont rendu la suite possible. Puis j'ai ouvert mon propre cabinet, que j'ai nommé Claridad, car la clarté est la chose spécifique qui m'a été refusée pendant les 15 premières années de ma vie, et la chose que j'ai essayé depuis lors de fournir à tous ceux qui franchissent ma porte. Claridad est spécialisée dans 2 domaines. Le premier est la protection humanitaire, l'asile, la rétention et les recours connexes pour les clients fuyant la persécution. Le second est ce que j'appelle la restauration de statut. Des cas où le statut d'immigration d'un client a été endommagé ou bloqué par une représentation juridique négligente ou frauduleuse. Des cas où quelqu'un a fait confiance à la mauvaise personne avec ses documents les plus importants et ses années les plus importantes. Je suis, selon la typologie non officielle du barreau du Texas, une avocate spécialisée en faute professionnelle. Mes clients ont tendance à me voir plus simplement. Ils m'appellent l'avocate à qui l'on s'adresse quand l'autre avocat a ruiné votre vie. J'ai un partenaire nommé Santiago, qui est avocat pénaliste et qui traite le stress en cuisinant des repas élaborés le week-end, ce qui signifie que notre cuisine sent merveilleusement bon le samedi matin. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Nous avons un chien nommé Bazora,
ce que le vétérinaire d'urgence a appelé lorsqu'on l'a amené après l'avoir trouvé sur le parking de notre immeuble, car il mangeait dans la poubelle depuis ce qui semblait être plusieurs jours. Il est grand, enthousiaste et possède la qualité spécifique d'une créature qui a fait la paix avec l'incertitude et en est ressorti loyal plutôt qu'effrayé. Il dort au pied de notre lit et considère cela comme un droit inaliénable. Rosa vit à 15 minutes de chez nous et dîne avec nous le premier dimanche de chaque mois. Cello le chat a 14 ans et dirige toujours la maison avec l'autorité de quelque chose qui n'a jamais douté de sa propre légitimité. J'appelle Rosa le mardi matin entre 8h et 9h30 et nous parlons de tout ce qui se passe, d'une manière qui n'exige rien de l'une ni de l'autre, sauf l'honnêteté. Mon père a été libéré de détention fédérale il y a 11 ans. Ma mère a terminé sa probation il y a 12 ans. Je n'ai eu aucun contact avec aucun d'eux depuis la semaine où Patricia Aubanon est venue chez nous avec mon dossier de mes imprimés. C'était la vie que j'avais construite le matin où la lettre recommandée est arrivée. L'enveloppe contenait un seul document. C'était un formulaire de procuration rédigé par un cabinet d'avocats de Toulouse. Je ne reconnaissais pas la désignation de ma mère biologique, Carmen Valerio, comme ma représentante légale pour toutes les affaires financières et juridiques, dans le cas où je ne serais pas en mesure de gérer ces affaires moi-même. Le document utilisait mon nom de naissance tout au long. Il était notarié et ne nécessitait que ma signature. Sur la dernière page, il y avait une note manuscrite jointe. Elle était de la main de ma mère, que je reconnaissais car certaines choses restent dans votre corps, quoi que vous fassiez du reste. La note disait que mon père n'allait pas bien, que la famille traversait une période difficile, qu'elle espérait que je pourrais trouver dans mon cœur de signer le document afin que les choses puissent être réglées correctement, qu'elle me manquait et pensait à moi. Qu'elle espérait que j'avais construit une belle vie. J'ai lu la note 3 fois. Puis je l'ai posée sur mon bureau avec la précision de quelqu'un qui manipule quelque chose qui demande des précautions. Non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est potentiellement contaminé. Je suis avocate spécialisée en droit de l'immigration. Je travaille avec des documents. Je sais à quoi servent les formulaires de procuration, ce qu'ils permettent et ce qu'ils ne disent pas. Ce que ce formulaire ne disait pas, c'est pourquoi Carmen Valerio avait besoin d'une procuration sur une fille à qui elle n'avait pas parlé depuis 19 ans. Dans un cabinet d'avocats de Toulouse qui n'avait aucun lien apparent avec aucune affaire familiale que je connaissais, adressé à une adresse professionnelle que personne de ma vie d'avant ne devrait avoir. J'ai passé mon heure de déjeuner à faire ce pourquoi j'ai été formé. J'ai consulté les dossiers du barreau du Texas du cabinet d'avocats. J'ai fait passer les principes du cabinet par la base de données disciplinaires du barreau de l'État. J'ai recherché le nom du cabinet en relation avec les tribunaux de succession et civils du comté de Haute-Garonne et de Tarn-et-Garonne. J'ai recherché le nom de mon père dans la base de données passée des systèmes de tribunaux fédéraux, qui contient les registres de toutes les affaires civiles et pénales fédérales et à laquelle j'accède régulièrement dans ma propre pratique. Ce que j'ai trouvé dans passé a retiré la chaleur de la pièce. Mon père, Eduardo Valerio, avait été nommé dans une nouvelle plainte fédérale déposée 8 mois plus tôt par le bureau de l'inspecteur général en collaboration avec le bureau de la litige en immigration du département de la justice. La plainte alléguait qu'il avait agi en tant que consultant en immigration sans licence par l'intermédiaire d'une entité mandataire, conseillant des clients et dirigeant leurs affaires juridiques tout en étant nominalement employé comme coordinateur administratif pour la société de logistique d'une connaissance. Sa condamnation et la révocation de sa licence ne l'avaient pas empêché d'exercer. Il avait simplement déplacé la pratique hors de son propre nom. La nouvelle plainte faisait également référence à un ensemble d'actifs financiers qui avaient été transférés du cabinet d'origine avant sa condamnation. Des actifs que le gouvernement n'avait pas réussi à saisir lors des procédures de restitution initiale parce qu'ils avaient été déplacés vers des comptes associés à des membres de la famille. Le gouvernement cherchait maintenant à qualifier ces transferts de frauduleux et à les récupérer dans le cadre de la nouvelle action d'application. Les membres de la famille. Le formulaire de procuration aurait établi une relation juridique entre moi et ma mère dans les affaires financières et juridiques. Avec ce document en place, les avocats de ma mère auraient potentiellement pu faire valoir que certains actifs et comptes nominalement associés à moi ou des comptes que je n'avais jamais ouverts et que je n'avais jamais contrôlés ou étaient sous la gestion autorisée de ma mère et donc soumis à négociation plutôt qu'à saisie. Ma signature sur ce formulaire ne m'aurait pas rendu légalement complice de ce que mon père avait fait, mais elle aurait rendu la récupération des actifs par le gouvernement considérablement plus compliquée, ce qui, j'ai compris avec la clarté glaciale d'un avocat examinant un document, était précisément le but. Ils ne m'avaient pas trouvé pour s'excuser. Ils m'avaient trouvé parce qu'ils avaient besoin d'un outil.
Et l'outil qu'ils avaient choisi était un document qui ressemblait à une affaire de famille et fonctionnait comme une obstruction. Je suis resté assise à mon bureau pendant longtemps après avoir compris cela, assez longtemps pour que mon assistante frappe pour me rappeler que mon rendez-vous de 14 heures était arrivé. Je lui ai demandé de le reprogrammer. Puis j'ai appelé Santiago, qui est avocat pénaliste et qui a la valeur particulière de pouvoir évaluer les dimensions d'une stratégie juridique sans aucune interférence émotionnelle. Il a écouté. Il a dit 3 choses. Il a dit que je ne devais rien signer. Il a dit que je devais contacter directement les enquêteurs fédéraux plutôt que par des intermédiaires. Il a dit que je devais aussi appeler Rosa. J'ai appelé Rosa. Elle a dit 2 choses. Elle a dit que certaines personnes n'apprennent qu'une seule façon de faire les choses. Elle a dit que quoi que je choisisse de faire, elle serait sur le parking en 37 minutes si j'en avais besoin. J'ai appelé l'enquêteur fédéral le lendemain matin. L'appel a duré 40 minutes. L'enquêteur, un agent principal nommé Marcus Tran, n'a pas été surpris d'entendre parler de moi. Il m'a dit prudemment qu'ils étaient au courant que mon nom de naissance apparaissait dans certains documents associés à la nouvelle plainte et qu'ils se demandaient si j'allais me manifester. Il a dit que la lettre que j'avais reçue était cohérente avec une approche qu'il suivait. Il m'a demandé si je serais disposé à fournir une déclaration formelle et à soumettre la lettre et sa note d'accompagnement comme preuve. J'ai dit oui. J'ai dit que je pouvais faire plus que cela. Je lui ai parlé de 2 de mes propres clients. Des clients qui étaient venus me voir au cours des 3 dernières années avec des problèmes de statut attribuables à la faute professionnelle du cabinet d'origine remontant à plus d'une décennie. Des problèmes qui les avaient suivis pendant des années de tentatives de résolution. Des clients dont les dossiers avaient été listés comme en attente dans les dossiers du cabinet mais n'avaient jamais été correctement déposés. Des clients qui n'avaient pas su, jusqu'à ce qu'ils franchissent la porte de Claridad, que les retards dans leurs affaires avaient une cause humaine plutôt que systémique. Je n'avais jamais eu auparavant de motif pour relier formellement la situation de ces clients à la mauvaise conduite spécifique de mon père. La prescription pour certains des préjudices originels avait compliqué le tableau juridique, mais la nouvelle plainte avait rouvert l'action d'application fédérale, ce qui signifiait que les informations sur le schéma initial étaient nouvellement pertinentes pour une enquête active. J'ai passé 2 semaines à préparer les documents. Je l'ai fait avec soin et de manière exhaustive, comme on prépare quelque chose qui sera utilisé dans une procédure formelle. J'ai organisé les preuves chronologiquement. J'ai rédigé un résumé détaillé de ma propre histoire avec le cabinet d'origine, y compris les emails imprimés que j'avais collectés à 15 ans, qui avaient été conservés dans un scellé de preuves depuis l'affaire pénale originale. Et dont l'organisation d'Elena Vargas pouvait fournir des copies certifiées. J'ai inclus la nouvelle lettre de procuration, la note manuscrite, et un enregistrement documenté de la manière dont la lettre était parvenue à mon adresse professionnelle, en traçant le préposé qui apparemment avait été utilisé par mes parents un jeudi matin. J'ai soumis le dossier complet à l'équipe d'enquête fédérale. Ensuite, j'ai eu mon rendez-vous client de 10 heures, qui était une famille du Honduras dont le cas était bloqué en appel pendant 2 ans pour des motifs procéduraux. Et j'ai passé l'heure à travailler sur leur dossier avec l'attention concentrée que le travail mérite. Ce soir-là, Santiago a fait du mol de poulet à partir de 0, ce qui prend 4 heures et qu'il considère comme une pratique méditative. Nous avons mangé à la table de la cuisine, Bazora couché sur nos 2 pieds. J'ai dit à Santiago ce que j'avais soumis. Il a dit qu'il était fier de moi, de la manière spécifique dont il le dit quand il le pense, c'est-à-dire calmement et une seule fois. C'était suffisant. La deuxième affaire fédérale s'est conclue 14 mois plus tard. Mon père a été condamné pour 6 chefs d'accusation d'exercice d'un consultant en immigration sans licence, 4 chefs d'accusation d'obstruction liés au système de transfert d'actifs, et 2 chefs d'accusation de subornation de fausses déclarations. Ces lignes directrices de détermination de la peine prévoyaient une peine de 8 à 12 ans. Le juge l'a condamné à 10 ans, notant sa condamnation antérieure, le caractère délibéré de la récidive et le préjudice particulier causé à une population qui avait été spécifiquement ciblée en raison de sa vulnérabilité à exactement ce type d'exploitation. Ma mère, dont la coopération dans la nouvelle enquête s'était limitée à fournir des informations qui protégeaient ses propres actifs, a reçu une peine de 18 mois. Je n'ai pas assisté à la détermination de la peine. J'ai soumis une déclaration d'impact de la victime au nom des clients de Claridad dont les noms et les circonstances étaient inclus avec leur consentement écrit. Ma propre déclaration faisait 3 paragraphes. Le premier décrivait ce que les choix de mon père m'avaient coûté enfant. Le second décrivait ce que cela avait coûté aux 63 familles de l'affaire originale et aux victimes supplémentaires dans la nouvelle.
Le troisième disait que je n'étais pas là pour me venger. J'étais là parce que le dossier devait être exact. Le juge a lu ma déclaration dans le dossier avant d'annoncer la sentence. Je le sais parce que Marcus Tran m'a appelé après pour me le dire, ce qui ne lui était pas demandé et que j'ai apprécié d'une certaine manière. Je lui ai dit clairement. Je n'ai pas contacté mes parents. Je n'ai pas lu leur déclaration s'ils en ont fait. Je n'ai pas répondu à la lettre ni aux 2 tentatives ultérieures de me joindre par d'autres moyens dont j'ai été informé par des voies légales. Je n'ai pas l'intention de répondre. Il n'y a rien à dire que je n'ai déjà dit par les mécanismes formels d'un système qui, quand il fonctionne, signifie précisément ce qu'il dit. Il y a des gens qui me demandent parfois si je ressens de la tristesse à ne pas avoir de parents que je peux appeler, des gens qui s'attendent à ce que la réponse soit compliquée. La réponse est que j'ai Rosa, que j'appellerai le mardi matin entre 8h et 9h30, et Santiago, qui prépare quelque chose qui sent merveilleusement bon dans la cuisine en ce moment, et Bazora, qui est actuellement assis sur mes pieds avec l'autorité de quelque chose qui sait où il est censé être. J'ai des clients qui m'ont fait confiance pour les choses les plus difficiles de leur vie et que je n'ai pas échoué. J'ai un cabinet appelé Claridad qui produit chaque jour la chose spécifique qui m'a été refusée pendant les 15 premières années de mon existence. Ce que j'ai est suffisant. Ce que j'ai est à moi. Personne de qui je suis né ne me l'a donné. Chaque partie a été construite par choix, par la générosité d'autres personnes, et par le travail acharné et peu glamour de devenir quelqu'un qui pouvait le détenir. Je veux dire quelque chose directement à quiconque regarde ceci et y reconnaît quelque chose. Il y a une cruauté spécifique à être contrôlé par des personnes qui utilisent votre dépendance à leur égard comme instrument et justification du contrôle. C'est circulaire d'une manière qui rend presque impossible de le voir de l'intérieur. Vous dépendez d'eux parce qu'ils ont arrangé les choses de manière à ce que vous le deviez. Et parce que vous dépendez d'eux, vous avez besoin qu'ils soient dignes de confiance. Et parce que vous avez besoin qu'ils soient dignes de confiance, vous trouvez des moyens de croire qu'ils le sont, bien au-delà du point où les preuves disent le contraire. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le comportement naturel d'une personne qui essaie de survivre à l'intérieur d'un système qu'elle n'a pas choisi et dont elle ne peut pas encore s'échapper. La sortie est généralement une personne qui pose la bonne question. Pas la question dramatique, pas la question conflictuelle, la petite, la pratique, celle qui crée une fissure dans le mur juste assez grande pour que vous puissiez voir à travers. C'était Monsieur Adlaïc demandant si je voulais lui dire quelque chose à ce sujet. C'était Elena Vargas disant avec la précision de quelqu'un qui avait examiné de nombreuses situations similaires qu'elle ne comprenait pas, d'un point de vue professionnel, pourquoi cela n'avait pas été résolu des années auparavant. C'était Rosa disant la première nuit dans son appartement qu'elle allait faire des œufs et que je pouvais les avoir comme je le souhaitais.